Je vous propose de reprendre pour notre dernier atelier de la journée avec Dominique Hervé-Guillaume, donc, de l'Université de Montpellier, qui va aussi nous permettre donc, de prendre le temps d'examiner des outils d'évaluation, en espérant que ce sera utile à tout le monde. Je la laisse se présenter plus avant. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique Hervé-Guillaume, chef de projet et ingénieur pédagogique à la DSIN de l'Université de Montpellier, donc au service des usages du numérique. Donc, comme vous pouvez voir, l'atelier que je vous propose, alors ça va être moins interactif que l'atelier précédent. Je suis désolée, hein, vous avez mis la barre très haut quand même. Donc, l'atelier, l'intitulé, c'est de Flexival à Persia, l'évaluation par les pairs, massification et feedback à l'université. Donc, ce que je vous présente cet après-midi, c'est de vous montrer 3 projets que nous avons menés à l'Université de Montpellier, avec un outil que vous avez pu voir aujourd'hui, c'est Challenge Me qui est à l'étage. Bon, Jean, il n'est pas encore revenu, donc si vous avez des questions techniques, il faut attendre. Il va pouvoir répondre plus en détail. Mais donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on est arrivé à intégrer le feedback dans nos pratiques. Et pour ça, je me dis, vraiment la trajectoire qu'on a menée avec donc 3 projets, ça peut être intéressant. Donc comme je vous dis, je m'excuse d'avance, c'est moins interactif. À la fin, il y a quand même une interactivité, mais donc avec l'évaluation par les pairs, c'est un peu plus complexe. Donc, évidemment, le contexte, bon, on a, je pense, à peu près tous le même, c'est-à-dire aujourd'hui, les pratiques d'évaluation dans l'enseignement supérieur s'inscrivent dans un contexte qui est évidemment très marqué par la massification. On est tous confrontés à des grandes cohortes et du coup qui vont entraîner des contraintes organisationnelles importantes. Ensuite, le développement de l'approche par compétences, là aussi on a peut-être moins parlé aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qui va également modifier et mobiliser plusieurs différents formats d'évaluation. Et ces formats d'évaluation sont souvent plus complexes. Donc évidemment aussi, tout ce qui est formation à distance, formation hybride, là aussi il y a des enjeux de structuration qui sont très importantes. Et donc, dans tout ce contexte que j'esquive à l'instant, on est arrivé à l'Université de Montpellier de se poser la question sur le feedback, parce que c'est ça qui va quand même aider l'étudiant à progresser. Alors, je me suis permise de vous mettre ici un QR code sur la droite, parce que, alors moi je vous parle des 3 projets que moi je menais, mais nous avons également mené un très grand projet sur l'hybridation, Agile Hybride, donc, qui est maintenant terminé, mais il y a énormément de ressources. Et je me dis, dans le contexte aujourd'hui, ça peut quand même peut-être vous intéresser. Donc, je vous ai mis le QR code qui vous amène sur la page, qui vous donne plus de détails. Donc, pour aller plus loin, donc, pour analyser ces évolutions et pour inscrire donc, nos 3 projets, on se dit il faut quand même avoir des repères conceptuels. Donc, il ne s'agit pas du tout ici d'aller en détail par rapport à la pédagogie et les différents articles qu'on peut mobiliser, mais on avait déjà esquissé ce matin l'alignement pédagogique, qui est quand même très important. Comment est-ce qu'on va définir les acquis d'apprentissage, comment est-ce qu'on va mettre en place les activités pour avoir une évaluation cohérente. Après, évidemment, si on parle feedback, c'est pas seulement sur la procédure, c'est vraiment pour nous un levier des apprentissages et surtout aussi la régulation. Donc c'est important pour un étudiant d'avoir des éléments pour qu'il puisse progresser. Et après, il y a tout un pan aussi de littérature qui travaille plus particulièrement à l'évaluation par les pairs. Donc nous, sur les 3 projets qu'on est en train de mener, qu'on a menés, donc
il y a la partie jugement évaluatif. Donc, comme je dis souvent, jugement, c'est pas un terme qui est très joli parce que les étudiants, ils n'aiment pas le terme jugement. Après, c'est dans la littérature. Mais c'est vraiment de l'idée, en fait, comment est-ce qu'un étudiant, il peut évaluer d'autres travaux. Et après, il y a aussi l'idée, évidemment, de l'engagement de l'étudiant. À partir du moment où il est davantage sollicité, s'il faut qu'il se pose des questions par rapport à la grille critériée, s'il faut qu'il évalue quelqu'un d'autre, forcément, il se pose des questions et potentiellement, il va aller plus loin dans sa réflexion. Donc ça, c'est notre... Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais c'est à peu près ces 3 repères conceptuels qu'on mobilise. Et donc, ça nous amène en fait à la question ou la problématique, comment est-ce qu'on arrive à construire un écosystème d'évaluation soutenable à l'échelle de l'université. Parce que ce que je n'ai pas dit au début, donc je suis à l'université de Montpellier, on a 17 composantes, 50 000 étudiants, nous avons un Moodle pour toutes les composantes, donc tout ce qui est intégré dans le sélecteur d'activité est disponible pour tout le monde. Et donc derrière, c'est pour ça en fait cette idée de soutenabilité est quand même très importante. Et on a rapidement discuté aussi ce matin lors du café de dire mais finalement il y a aussi une question de charge, donc il y a vraiment des questions aussi techniques. Je vais y revenir après sur quand je vous parle un peu plus en détail du projet Flexival. Je vous ai également dit, je fais partie de la DSIN, donc c'est une particularité à l'Université de Montpellier, le service des usages du numérique. Donc c'est un service d'appui à la pédagogie. On est intégré à la DSI et pour nous, c'est un avantage parce que quand on travaille outils numériques, souvent nous, on a des idées, mais quand on discute avec nos collègues de la DSI, souvent ils nous regardent quand même un peu bizarrement au début, mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils sont à l'écoute. Et on a la chance d'avoir vraiment ce support-là, parce que ça permet aussi de comprendre les enjeux. Si jamais il y a une faille de sécurité, etc., nous, on n'a pas cette connaissance-là, et donc c'est important de travailler ensemble pour pouvoir aussi mettre à disposition des outils donc à l'ensemble de l'université. Donc les trois éléments finalement sur lequel on a réfléchi. Premier élément, la structuration des évaluations. Donc là, comment est-ce qu'on arrive à proposer des évaluations d'une certaine cohérence? Ensuite, nous, comme je disais, donc une université avec 50 000 étudiants, comment est-ce qu'on arrive à mettre ça à grande échelle? Ensuite, dernier élément, comment est-ce qu'on arrive à produire et surtout à exploiter des feedbacks. Parce que, comme je disais au début, finalement, ce qui va être intéressant pour un étudiant, s'il veut progresser, c'est d'avoir un feedback. Et on sait très bien, si on parle massification, un enseignant n'a pas le temps de donner un feedback à chaque étudiant. Donc, c'est ces 3 éléments qui nous ont questionnés. Et donc, nous avons travaillé sur 3 projets. Donc là, sur 3 projets. Et nous avons donc commencé avec Flexival. Donc là, on a plutôt travaillé sur la structuration des évaluations. Donc là, c'est, si vous voulez, on peut faire une référence par rapport au premier cadre conceptuel, l'alignement pédagogique. Donc Flexival, c'était pendant la période Covid. Donc on a rajouté une difficulté quand même, parce que d'un seul coup, tout à distance, etc. C'était pas évident, mais ça nous a permis de poser un premier jalon. Ensuite, Perceval. Donc là, on a plutôt travaillé sur l'évaluation par les pairs à grande échelle. Je reviens après en détail, mais je vais vous donner d'abord la trajectoire. Et aujourd'hui, le projet qu'on est en train de mener, donc c'est Persia. Donc là, évaluation par les pairs, mais ce qui nous intéresse, et ce qu'on a vu aussi tout au long de la matinée, avec l'intelligence, avec l'IA intégrée. Donc, comme je disais, Flexival nous a permis, dans un premier temps, de structurer notre écosystème d'évaluation. Alors, le projet Flexival, il était soutenu par un ami. On a pu travailler donc, pendant 3 ans sur ce projet. Donc, développement d'un écosystème pour l'évaluation de connaissances et de compétences, parce que c'était aussi un objectif, approche par compétences est arrivé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose. Mais ce qui était important dans ce projet, c'était vraiment une articulation entre 3 dimensions. Donc, partie pédago, là on est tous d'accord, c'est important,
mais aussi technologique, parce que si on met à disposition un outil, il faut quand même réfléchir, est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on le met en place, et aussi organisationnel, puisque qui dit massification, comment est-ce qu'on va s'organiser pour que tout ce qu'on a bien pensé avec les objectifs pédagogiques au début, comment est-ce qu'on arrive à mener à bout l'évaluation. Et donc, pendant ce projet, nous avons intégré donc différents outils numériques, donc notamment WooClap et WooFlash, pour enrichir les modalités d'évaluation. Donc c'était important pour nous de proposer des outils, mais ce qui est important aussi, ce qu'on a aussi entendu un peu tout au long de la matinée, l'outil est au service d'eux. En fait, on va d'abord créer notre scénario, d'où le travail qu'on a proposé sur l'alignement pédagogique. On va d'abord travailler les acquis d'apprentissage et on va mettre en place une cohérence, et après on va proposer des outils qui sont intéressants ou qui peuvent soutenir les apprentissages. Et donc tout ça, comme je vous dis, on l'avait évidemment inscrit dans une approche par compétences. Donc pour nous, l'enjeu ici, c'était vraiment la structuration des évaluations à l'échelle de l'établissement, donc pour les 17 composantes. Mais en même temps, évidemment, on a identifié des limites. Ce qu'on a aussi entendu ce matin, il y a quand même une charge de correction importante. Si vous avez beaucoup d'étudiants, ça pose un vrai problème. Et surtout, produire les feedbacks individualisés. Donc pareil, je vous ai mis un QR code parce que comme le projet est terminé, on a, toutes les ressources qu'on a créées sont disponibles. Donc si jamais vous voulez y aller, de toute façon après je pense qu'on va vous transmettre aussi les PowerPoint, comme ça vous avez tout. Donc suite à Flexival, on est resté un peu sur notre fin entre guillemets et on avait des retours aussi des enseignants qui voulaient vraiment travailler plus particulièrement l'évaluation par les pairs. Donc là, nous avons, comme je pense que comme on a vu tout à l'heure, 100% parmi vous Moodle et il y a l'atelier qui est disponible. Donc nous on a l'atelier qui permet une évaluation par les pairs, mais on voulait aller plus loin. On se dit, certes, si vous voulez utiliser l'évaluation par les pairs via l'atelier, nous on va vous aider, notre service pour créer l'évaluation, etc. Mais nous avons commencé un partenariat avec Challenge Me. Donc, je vois Jean n'est pas encore dans la salle, mais donc c'était aussi un ami pendant 2 ans. Donc nous avons mis en place cette collaboration, donc Challenge Me qui est à Montpellier comme nous, donc c'était plus facile. Et donc là, nos objectifs c'était donc développer l'évaluation par les pairs, donc dans le cadre de l'approche par compétences, vraiment travailler sur le développement du jugement évaluatif et les soft skills, compétences transverses. Et aussi arriver à ce que l'étudiant soit engagé dans le processus d'évaluation. Et donc, comme je vous dis, nous, on est passé par la plateforme Challenge Me. Donc, Challenge Me, aujourd'hui, est intégré dans Moodle, mais on a aussi l'atelier. Les deux, nous, c'était vraiment l'objectif, l'évaluation par les pairs. C'était pas dire tel ou tel outil. C'était vraiment travailler sur ce processus-là. Donc, pour ça, on a mis en place des formations, etc., pour accompagner les enseignants. Donc là, l'enjeu, déploiement de l'évaluation par les pairs à grande échelle. Mais les limites qu'on a pu identifier, variabilité de la qualité de feedback. Je pense que vous avez déjà tous vu, vos étudiants qui donnent un retour, c'est bien, c'est pas bien. Mais en fait, avec ça, on n'avance pas. Et donc l'idée, c'est vraiment accompagner les étudiants pour qu'ils soient capables de donner un feedback qui permet à l'autre de progresser, que ce soit vraiment un feedback constructif. Et donc là, on a vu les limites pendant ce projet-là. Et par contre, on a tiré des conclusions en disant, mais finalement, il y a un vrai besoin d'accompagnement des étudiants, mais aussi des enseignants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met à disposition des enseignants? Parce qu'on a vu aussi, le temps manque. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous proposer pour que l'évaluation par les pairs puisse être mise en place plus facilement? Donc, ce projet, comme je vous ai dit, est terminé. Donc là aussi, il y a toute nos documentations sur la page. Et surtout, chaque fois qu'on met en place un projet à l'université, ou en tout cas on essaye, on travaille avec notre observatoire de la transformation pédagogique. En fait, c'est un service à l'université qui mène des enquêtes. Et du coup, on travaille ensemble au début pour voir quel est le questionnaire, etc., quel est le sondage qu'il faut mettre en place.
parce que ça permet d'avoir vraiment un retour de recherche aussi. C'est pas que nous qui disent, voilà, on a envie de mettre en place un outil. Non, il y a une vraie réflexion. Et donc là aussi, sur cette page, vous avez le rapport qui est disponible, donc qui est écrit par l'OTP de l'université. Donc le projet terminé avec les limites que je viens d'indiquer. Donc on se dit, il faut aller encore plus loin. Donc on a continué à travailler et on a répondu à un appel à projet, mais cette fois-ci c'était un appel à projet région. Donc là on travaille avec la région Occitanie sur pareil, l'évaluation par les pairs. Et nous continuons également de travailler avec Challenge Me. Ça fait quelques années maintenant qu'on travaille ensemble, on se dit on va plus loin. Donc de nouveau un projet avec 3 partenaires. Challenge Me, l'Observatoire de la transformation pédagogique, parce qu'ils vont reconduire une étude, une enquête pour la partie recherche, et nous, la DSIN, le SUN, qui porte le projet. Donc là, l'idée c'était quoi ? En fait, on a prolongé des travaux sur l'évaluation par les pairs. On a accompagné donc la production des feedbacks des étudiants, mais surtout là, on va utiliser une IA, mais l'IA est intégrée dans Challenge Me. C'est une option supplémentaire. Je reviens tout à l'heure, comment est-ce que nous, on le voit à l'université, comment est-ce qu'on va utiliser l'IA. Et donc, en fait, on a une analyse et une exploitation des feedbacks à grande échelle. C'était un de nos enjeux au début. Donc, on a pu, donc grâce à l'IA, on a pu aider les étudiants donc, à produire des feedbacks un peu plus intéressants. Bon, on n'est pas encore arrivé au bout, mais on a encore 1 an et demi, donc il y a encore un chemin à parcourir. Par contre, le point de vigilance y reste, la qualité de feedback, même s'ils ont un tuteur, par moment, ils ne vont pas forcément l'utiliser. Et point de vigilance aussi pour nous, articulation entre assistant IA, donc je dis bien assistant ou tuteur, n'importe, mais c'est vraiment un soutien, et le rôle de l'enseignant ou l'enseignante, et aussi des enjeux éthiques et pédagogiques. Donc tous nos projets s'inscrivent donc dans une charte. Alors on a vu ce matin quelques chartes. L'Université de Montpellier, on a aussi notre charte avec nos 7 principes. Donc je ne vais pas revenir en détail, mais vous voyez, priorité à la relation humaine, ouverture et expérimentation. Donc l'humain d'abord, mais on va quand même expérimenter. On ne va pas fermer les yeux, on ne va pas dire non, on n'utilise rien. Non, on peut expérimenter. Mais on va aussi former et accompagner, c'est très important. Donc les deux, c'est-à-dire enseignants, mais aussi étudiants. Et après, et là, j'invente rien, on a vu aussi ce matin, prudence, esprit critique et inclusivité. Utilisation responsable et éclairée, intégrité et transparence. Et là, par rapport au projet, je reviens après, il y a une transparence qui est donnée, partage et collaboration. Donc on est dans le partage, on explique ce que nous on fait. Alors je ne sais pas si tout le monde a pu voir l'interface de Challenge Me. Donc c'est une interface, comme je dis, c'est intégré dans notre Moodle. Et l'important en fait dans ce dispositif, c'est à l'enseignant de décider si oui ou non il va activer l'IA. En fait, c'est son choix. Donc ça, c'est première étape. Mais après, l'étudiant qui doit faire une évaluation par les pairs peut aussi choisir oui ou non s'il va utiliser l'IA. Et donc moi, je testais avec des étudiants et leur première réaction, c'était mais finalement, ça n'écrit pas à ma place. Non, en fait, c'est parce qu'on est dans nos 7 principes, on ne veut pas que l'IA écrit à ta place. Ce n'est pas l'agent conversationnel comme ChatGPT pour dire mais maintenant, écris le feedback pour que moi, je n'ai rien à faire. En fait, l'IA, ici, va guider l'étudiant par rapport aux grilles critériées que vous avez mis en place, que les enseignants ont mis en place, avec des critères, des indicateurs. Et donc ça, pour nous, c'est très important, parce que ça va amener l'étudiant à réfléchir, à amener plus loin dans sa réflexion, mais il ne va pas se substituer à l'étudiant. Et donc, comme je vous dis, nous, c'est important, parce que du coup, ça respecte nos fameux 7 principes. Donc aujourd'hui, l'outil, comme je dis, est disponible et utilisé. Par contre, le retour qu'on a, c'est vraiment le feedback. Il faut former les étudiants à donner un feedback. Parce qu'ils ont en fait les conseils de l'IA, certes,
Mais vous avez toujours des étudiants qui sont très impliqués, qui vont vraiment suivre le conseil. C'est comme quand un enseignant donne des conseils. Mais en même temps, vous avez d'autres qui vont se contenter à faire le strict minimum. Donc là, donc suite à ce retour, c'est ça aussi un avantage qu'on a avec des projets qui durent 3 ans. On peut ajuster, on peut proposer des outils pour pouvoir accompagner. Donc là, on est en train de mettre en place un parcours d'auto-formation pour les étudiants, pour qu'on leur montre comment, alors pas utiliser l'outil parce que il est intuitif, hein, donc là, si jamais vous avez des questions, Jean, il est là, donc et il est très intuitif, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que nous on veut, c'est vraiment les amener à produire un feedback et vraiment se positionner et réfléchir comment est-ce que je vais écrire ce feedback, comment est-ce que je vais lire la grille critériée, comment est-ce que je vais prendre les indicateurs, etc. Et peut-être un retour aussi qui est intéressant. Je parlais au début dans mon cadre conceptuel du jugement évaluatif, qui beaucoup d'étudiants me disent mais en fait ça ne nous plaît pas en fait. Et aujourd'hui la possibilité qui est donnée avec la plateforme, c'est il faut pas forcément noter, parce que c'est ça aussi qu'ils a rebuté au début en disant mais moi je veux pas donner une note à quelqu'un, moi je veux bien dire ce qui va pas ou ce qui va très bien, mais je ne veux pas donner 3 étoiles sur 10. Donc aujourd'hui la plateforme a complètement changé, hein. Vous pouvez simplement donner un feedback, donc un conseil. Et nous, ça nous intéresse dans l'idée de l'approche par compétence, puisque ça permet à l'étudiant en fait, de progresser, puisqu'il y a quelqu'un qui va lui donner un retour. Et ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est ça, vous pouvez faire à très grande échelle. Si vous avez 3 ou 4 étudiants qui donnent un retour par rapport à une grille qui est établie par un enseignant, ben, le retour, il peut être très productif pour la personne qui va recevoir. Et là, on va même plus loin, on peut aussi évaluer la qualité du feedback reçu. Là aussi, c'est intéressant, parce que ça permet aussi à la personne qui reçoit le feedback de dire « Ah bah oui, c'était vraiment utile ce qu'il m'a dit », ou me dire bah, « Finalement, c'était pas terrible, je peux pas avancer ». Donc, on est vraiment en train d'expérimenter tout ça, et je dirais aujourd'hui, c'est bien implanté, pour l'instant, ça fonctionne très bien, à part cette idée que les étudiants, ils ont vraiment besoin d'être formés au feedback. Mais on a discuté aussi pendant la pause, c'était facteur stress, on me demande beaucoup, donc j'ai pas le temps de réfléchir, etc. Donc il y a aussi cette partie-là où à un moment donné, on me dit mais j'ai pas de notes pour ça, donc bon, je vais pas trop m'impliquer. Là, c'est un vrai souci, mais bon, c'est pas le souci ni de l'outil ni de l'IA, hein, c'est vraiment ce qu'on leur demande, comment est-ce qu'il faut avancer. Donc je me suis dit, je vous montre cette trajectoire qu'on a pu mener donc, à l'université. Donc si vous voulez, comme c'était quand même un atelier, je me dis, on va travailler aussi, vous allez faire, là du coup on va utiliser VooClap, hein, pas comme tout à l'heure. Par contre il faut que je le lance. Un instant. Alors... Il est où ? Là, normalement... Est-ce que tout le monde a pu scanner? C'est bon? Donc je me dis, cette question-là, elle peut être intéressante parce que ça regroupe un peu aussi les questions qu'on se posait. Donc, quels sont dans vos contextes les principaux enjeux liés à la mise en œuvre d'évaluation dans des contextes de grande échelle? Donc, je vous laisse 5 minutes.
Ça bouge encore un peu. Ben merci. Alors, du coup, il y a deux choses. Alors, je vais fermer. Donc, à l'Université Montpellier, donc, nous avons VooClap, mais surtout, on a la partie IA aussi de VooClap. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous l'avez dans vos établissements. Parce que, alors, quand on parle massification, donc là, vous voyez, hein, il y a énormément d'éléments. Bon, on n'est pas très très nombreux, mais si on imagine, vous avez 300 étudiants dans l'amphithéâtre qui font un retour. Pour pouvoir classer rapidement, c'est compliqué. Donc là, du coup, l'IA qui est proposée par VooClap, qui est là, alors, permet de regrouper les réponses. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce que ça va donner parce que en fait, donc là, l'IA va grouper les réponses, donc différentes catégories, et vous allez voir, il y a quand même une catégorie qui s'appelle « Autres ». On va voir ce qu'il y a dedans. Donc je me dis, ça peut aussi être alimenté à la discussion. Donc ici, alors, on peut aussi très bien personnaliser les instructions. C'est là aussi, on voit clairement l'idée chaque fois des outils de dire, mais finalement, le maître, c'est quand même encore l'enseignant ou la personne qui va utiliser l'outil. Donc si on fait regrouper, donc là, l'IA va travailler. Donc là, vous voyez, en fait, l'IA nous propose 6 catégories. Gestion du temps, qualité des évaluations, méthode d'évaluation, engagement et objectifs des étudiants, disponibilité, ressources des enseignants et autres. Bon, on a quand même 19 dans autres, donc c'est un peu... Donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a dans autres pour voir un peu. Et donc là, clairement... l'IA n'arrive pas en fait à classer. Pourtant, pour les personnes en fait qui ont répondu, ils ont dit ben oui, moi c'est une évidence. Donc vous voyez clairement, il y a beaucoup d'efficacité, etc. Donc là, il y a peut-être encore des choses à améliorer, mais je trouve l'approche est quand même intéressante et peut quand même aider. Donc je ne sais pas si vous voulez, peut-être, on a le temps de pouvoir échanger aussi, hein, prendre ce temps-là de... Oui, alors ça aussi pour nous c'est intéressant parce que en fait quand vous mettez à disposition un outil, il faut quand même aussi voir est-ce que c'est utile. Donc nous en fait ces expérimentations aussi de dire bah, là si on le fait plusieurs fois et si chaque enseignant voit que là typiquement on pourrait faire une catégorie à part efficacité, ça aurait quand même du sens. Oui, et donc, je trouve que c'est là aussi notre rôle, hein, d'analyser et regarder de près, est-ce que oui ou non c'est efficace, est-ce que c'est intéressant, ou à un moment donné, ben non, en fait, on prend nos yeux et on regarde quelles sont les catégories qui sont proposées. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres remarques, alors je peux revenir aussi sur les autres catégories. Alors, je ferme. Donc gestion du temps, donc là on a quand même pas mal d'éléments, donc temps de correction, chronophage, gain de temps. Alors, peut-être gain de temps, il faut voir, hein, parce que la mise en place d'une évaluation par les pairs, ça va prendre du temps. Donc je dirais mais ça c'est mon avis, si on fait une évaluation par les pairs une fois dans l'année avec un groupe, je ne suis pas sûre qu'on gagne vraiment du temps. Parce qu'il faut quand même vraiment mettre en place la grille critériée, il faut tout réfléchir, etc. Par contre, ça devient intéressant si vous le faites plusieurs fois. Parce qu'il faut aussi dire qu'il faut former les étudiants. Quand vous faites une première fois une évaluation par les pairs, souvent les étudiants ils ne savent pas trop ce qu'on attend d'eux.
Et donc, par contre, si vous répétez plusieurs fois dans l'année, ou si plusieurs enseignants disent, bah oui, nous, on fait une évaluation par les pairs, pas forcément dans la même matière, hein, mais la même idée, là, ça devient intéressant. Ensuite, qualité d'évaluation. Donc, qualité du feedback, qualité des évaluations, homogénéité des évaluations. Alors, là, c'est vraiment quelque chose où, la qualité du feedback, c'est vraiment un point pour nous qui est central, hein, de dire, mais il faut vraiment qu'on arrive à ce que les étudiants puissent donner un feedback de qualité. Pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas. Hein. Les étudiants, ils vont simplement, ils veulent aller vite. Par contre, ce qui est intéressant, il y a des enseignants qui mettent en place donc plusieurs évaluations par les pairs. Donc une première évaluation où sur un devoir, les étudiants ils n'ont pas le retour de l'enseignant, ils ont seulement l'évaluation par les pairs. Ils peuvent améliorer dans une phase suivante de nouveau une évaluation par les pairs pour voir s'il y a une amélioration. Et l'enseignant, il va seulement noter à la fin. Parce que là aussi, hein, le retour qu'on a, les étudiants, ils veulent bien l'avis et la note de l'enseignant. C'est important. Si jamais ils n'ont que l'évaluation par les pairs, le retour qu'on a, c'est non, ça ne nous suffit pas. C'est vraiment à l'enseignant aussi de donner une note. Après, dans l'outil, il y a la possibilité d'avoir les deux, c'est-à-dire l'évaluation des étudiants et aussi de l'enseignant. Donc vous pouvez avoir les deux. Après, il y a beaucoup d'enseignants qui disent mais nous, c'est vraiment pour la partie formative. On va prendre l'évaluation par les pairs, donc entre étudiants, et après l'évaluation à la fin, c'est nous qui donnons la note. Donc, vous pouvez avoir plusieurs retours. Alors après, peut-être aussi un autre exemple, il y a un retour d'expérience, donc c'est STAPS de l'Université de Montpellier. Alors je ne sais plus comment, c'est un examen en fait qu'ils doivent passer, c'est un grand écrit ou un grand devoir, je ne sais plus, il y a un nom spécifique en fait. Et donc nous on avait l'enseignante qui nous disait, mais en fait moi c'est impossible de corriger ce devoir. Moi je peux les corriger 3 fois dans l'année, mais au-delà de ça, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc elle a mis en place une évaluation par les pairs. La première année c'était facultatif, hein, elle dit mais voilà, tous ceux qui veulent participer, donc il y a un devoir supplémentaire, mais elle a annoncé clairement, transparence, c'est pas moi qui vais corriger, c'est les pairs. Donc au début, elle avait, je sais plus, je crois seulement 60% de la promo qui ont joué le jeu la première année. Mais quand elle a vu les résultats, et quand elle a communiqué les résultats en fait, à la fin d'année, parce qu'il y avait je sais pas s'il y a un concours ou un grand oral à la fin, tous ceux qui ont participé, donc après c'est à prendre avec des pincettes, faut analyser plus en détail, mais en tout cas pour elle ça a marché, puisque tous ceux qui ont participé à l'évaluation par les pairs ont eu une meilleure note que ceux qui n'ont pas participé. Donc bizarrement l'année d'après, elle a proposé la même chose, et là il y avait 100% des étudiants qui ont participé. Parce qu'ils ont dit, mais l'année dernière, tous ceux qui ont participé ont eu une meilleure note, donc on va jouer le jeu. Donc là aussi, c'est important parce que ça parle beaucoup entre étudiants. Et finalement, les étudiants se sont rendus compte, mais oui, en fait, on comprend mieux les critères. Parce que c'est ça aussi, cette idée de travailler sur les critères. Et donc aujourd'hui, cette fameuse enseignante, elle va refaire cette année la même évaluation, mais la première fois, elle va intégrer l'IA. Donc ça aussi, comme je vous ai dit, c'est un choix en fait. C'est un enseignant qui peut ou non choisir l'IA. Et donc, on aura son retour à la fin de l'année pour savoir si, avec l'IA, c'est encore plus intéressant, plus facile pour elle. Alors, méthode d'évaluation, QCM par défaut, là oui, forcément, si vous avez une grande cohorte, le QCM, c'est quand même plus facile et plus rapide. Donc ça, et c'était vraiment l'idée aussi qu'on avait avec le premier projet, de proposer une variété d'outils, de méthodes d'évaluation, mais en même temps, il faut quand même proposer des outils pour faciliter la tâche.
parce que sinon on revient au QCM, parce que Moodle permet d'évaluer plus facilement. Ensuite, ici, garantir que les étudiants ont bien atteint les objectifs d'apprentissage. Et alors, par rapport à l'engagement, on est en train de travailler avec... on a échangé avec une autre école, et en fait, moi, pareil, je faisais l'hypothèse, on va dire, mais finalement, les étudiants, il y a un manque d'engagement s'ils ne veulent pas donner un feedback qui est vraiment conséquent, etc. Mais finalement, la question se pose peut-être différemment. Quelles sont les contraintes qu'ont les étudiants? Si vous êtes en médecine ou en pharma, ou je ne sais pas dans quelle filière, où la première année, c'est très sélectif, est-ce qu'ils ont le temps, en fait, de faire cette évaluation? Est-ce que si la note de l'évaluation par les pairs est minime par rapport aux résultats à la fin, mais forcément, ils ne vont pas s'engager dans l'évaluation par les pairs, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas engagés dans leur formation. Et je pense là-dessus, il faut travailler. Nous, là, dans le projet qu'on est en train de mener, ça manque un peu, cette partie engagement, parce qu'on l'a mal interprété au début, parce qu'on n'a pas pris en compte l'être humain, entre guillemets, qui a tellement de contraintes. On a vu ce matin, hein, ce stress, cette angoisse de vouloir réussir, de devoir réussir. Si l'évaluation par les pairs est du toute petite partie, ils vont vous dire, bah oui, c'est intéressant, mais je n'ai pas le temps. Donc c'est pas pour autant que ça m'intéresse pas, mais je peux pas le faire. Donc ça aussi, c'est un point, je trouve intéressant. Faut voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'analyse. Disponibilité, enseignant en charge de la correction. Alors, je dirais par rapport à la charge de la correction, nous, le retour qu'on a pour l'instant, ce que je disais à l'instant, hein, ils veulent quand même une note à la fin de l'enseignant. Ils ne veulent pas que la partie évaluation par les pairs. Mais en même temps, il y a quand même une partie de la charge qui, comme je vous ai dit, l'enseignante en STAPS, elle peut proposer un devoir supplémentaire parce qu'elle n'a pas à le corriger. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de travail parce que la mise en place est complexe, mais en tout cas, elle peut rejouer cette année le devoir et a priori, le taux de satisfaction est assez élevé et assez intéressant. Et pour terminer, donc on a vu... C'est pas facile. Donc la dernière partie, on a vu autre ou efficacité, efficience. Alors, surveillance des examens proctorés, donc là, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin. Nous, pour l'instant, on ne le fait pas. Bon, il y a des projets, mais pour l'instant, c'est en tout cas au niveau central. Est-ce que par rapport à ça, il y a d'autres personnes qui veulent intervenir ou est-ce que j'ai encore une dernière question à la fin pour avant qu'on clôture? Donc là, la suite. Évidemment, la question importante, la place de l'intervention humaine dans ce système d'évaluation qui vont intégrer des outils numériques et de l'IA.
On va faire le même jeu après avec l'IA pour voir si là il arrive mieux à classer que tout à l'heure. Donc, alors de nouveau, on a quand même 13 dans autres. On regardera tout à l'heure ce qu'il y a dans autres, mais donc supervision et contrôle, soutien et accompagnement, responsabilité et régulation, décision et métacognition. Donc supervision et contrôle, qu'est-ce qu'on a? Centrale et à la fin, surveillance, vérifier. Okay. Alors là, c'est intéressant. Donc vous avez... Alors au chômage, je pense pas, mais après, ouais, parce que mine de rien, quand on voit le temps qu'il faut passer pour mettre en place ces évaluations, même avec l'IA, alors après c'est toujours pareil, hein, ça dépend comment on fait, mais si on prend en compte tout ce qu'on a vu, parce que regardez l'atelier de tout à l'heure où il fallait réfléchir, mais à quel moment l'IA, etc., à quelle place, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est peut-être le chômage, il peut être pas pour tout de suite. Et je trouve intéressant, encore plus forte, la place de l'humain, parce qu'effectivement, certes, l'IA va faire une grande partie, mais toute cette réflexion qu'il a en amont demande quand même un être humain. Et on a aussi, mais ça, c'est à nous aussi, un peu dans ce projet Persia, d'aller plus loin, mais d'analyser à partir de quel moment le feedback est vraiment écouté par un étudiant. En fait, s'ils n'ont pas... il y a des écrits en fait, qui disent, mais si l'étudiant n'est pas habitué à discuter, et s'il n'est pas habitué à avoir un retour, n'importe quel feedback qu'on va lui donner, donc n'importe quel engagement on met derrière un feedback, ça va pas servir, parce qu'il faut d'abord... dans le feedback, c'est toujours pareil, hein, vous avez un émetteur et un récepteur. Si le lien entre les deux ne fonctionne pas, et surtout si on ne l'amène pas sur cette piste-là, il va pas l'utiliser et donc il va pas progresser. Donc ensuite, manger du popcorn en regardant IA travailler, d'accord. En filigrane, essentiel pour un apprentissage guidé. Ok. Soutien et accompagnement. Alors, nous, les études qu'on va mener, ils ne vont pas porter sur la partie émotionnelle, mais effectivement, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire là-dessus, hein, parce que ils sont quand même souvent peut-être en détresse, nos étudiants, donc comment est-ce qu'on arrive à les guider ? Oui, là, c'est vraiment quelque chose qui nous importe énormément, hein, cette partie responsabilité et régulation. Ça fait vraiment référence à notre cadre dans lequel inscrit tous les outils qu'on est en train de tester. Évidemment, c'est l'enseignant qui est responsable, si oui ou non il les met en place, mais l'étudiant est aussi responsable dans ce qu'il écrit, hein, dans ce qu'il met, et il ne peut pas se dédouaner de ça. Oui, garde-fou ou régulateur. Et c'est peut-être là aussi où c'est intéressant dans la mise en place d'une IA de dire mais
donc, si je reprends l'évaluation par les pairs, ça peut être par phase. Je ne suis pas obligée, si je dis l'IA, que l'IA va être là pour toutes les phases. On peut aussi dire, mais au début, je vais demander de ne le pas utiliser, dans la deuxième phase, oui, dans la troisième, non. Donc, c'est un peu, ça rejoint nos discussions, de dire, mais en fait, il faut chaque fois réfléchir à quel moment on va lui donner accès à l'IA. Bon, après, évidemment, rien n'empêche que, donc, là, nous, on est dans Moodle, dans un cadre, et Challenge Me est intégré. Si les étudiants ils font l'évaluation par les pairs à la maison, puisque c'est tout à fait possible, rien n'empêche qu'ils vont aller dans ChatGPT, ils vont copier-coller la réponse et le feedback que ChatGPT donne. Mais là, à un moment donné, oui, c'est possible. D'où l'intérêt aussi de les accompagner et de montrer à quel point c'est important. Mais on ne peut pas tout surveiller, on ne peut pas tout interdire. Parce que même si vous avez les étudiants dans la salle, ça m'était arrivé. J'ai essayé, j'ai mis en place une évaluation par les pairs et j'avais les étudiants dans la salle, mais ils ont quand même utilisé ChatGPT pour faire un copier-coller du feedback dans l'interface. Bon, ils ont oublié d'enlever les émoticônes, donc je les ai vus, mais oui, à un moment donné, je leur dis, mais en fait, moi c'est une proposition, à un moment donné, je ne vais pas être derrière vous pour. En plus, il n'y a pas de notes. Donc, vous pénalisez vous-même. Donc, il y a cette idée-là aussi de donner une responsabilité à l'étudiant, de dire, mais nous, on vous met à disposition quelque chose. Bon, après, si vous ne jouez pas le jeu, on ne peut pas tout faire. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions par rapport à ça, parce qu'on est un peu en avance. Mais même si vous avez des questions par rapport au projet qu'on mène, oui. Il vous faut le micro peut-être. Je sais pas si par rapport je peux y aller aussi. Hein. Oui, oui, ça marche. Bonjour, du coup je suis Pauline, doctorante à l'Université Paris 8. Je travaille du coup sur cette question du feedback et aussi de la question évaluée à distance dans l'enseignement supérieur. Et donc je voulais vous poser la question, quel feedback vous voulez, enfin, quelle est la forme du feedback que vous proposez de donner, que les étudiants donnent. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des recommandations sur le feedback idéal à donner, qui doivent... Alors, en fait, nous, pour l'instant, on ne donne pas vraiment des recommandations. Après, alors évidemment, dans ce fameux parcours d'auto-formation qu'on est en train de créer, c'est vraiment les amener à ne pas juger la personne, déjà, pour commencer, mais vraiment le contenu, mais ça, déjà, c'est compliqué. Alors, on peut anonymiser, hein, ça aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est important aussi un outil qui permet d'anonymiser, comme ça, ils vont vraiment juger le travail et pas la personne, mais en même temps, dans des petits... dans le TD, ils voient très bien qui fait quoi. Donc, cette idée-là de dire, non, attention, hein, tu regardes les critères, et c'est là aussi... On essaye vraiment d'amener aussi les enseignants à proposer une grille critériée qui est compréhensible, qui est adaptée et qui est utilisée par les étudiants. Alors après, nous, l'idéal, évidemment, c'est de co-construire cette grille. Comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde puisse comprendre sur quels critères et quels indicateurs on va travailler. Là, malheureusement... la remarque qui est revenue plusieurs fois, c'est le temps. On n'a pas le temps. Donc, co-construire une grille, ça prend du temps. En fait, nous, on a proposé plusieurs webinaires. On a dit, on vous accompagne, on le fait, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Forcément un feedback. Pardon, je pardonne. C'est une grille sans forcément un feedback alors, écrit. Alors, il y a... Donc là, du coup, je parle par rapport à l'outil. Il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire, quand vous êtes enseignant, vous pouvez... Alors, je ne dis pas des bêtises, genre...
Mais vous pouvez par exemple proposer des étoiles, vous pouvez proposer des notes, vous pouvez proposer des boutons radio, ou enfin, en gros les critères sont déjà indiqués. Mais vous pouvez aussi, et c'est là où ça devient intéressant, forcer l'étudiant à donner un feedback écrit, donc par rapport à chaque critère, mais aussi un feedback global. Donc nous, on conseille toujours de forcer cette partie-là, parce que c'est là où ça devient intéressant. Mais rien n'empêche. Alors après, pareil, dans l'outil, vous avez après, l'étudiant est à peu près guidé en disant, mais oui, là, par rapport à, je ne sais pas si c'est la moyenne, ou de dire, mais là, le feedback, il est assez long, etc. Mais on ne vous impose pas 50 caractères ou 250. Mais l'analyse après, et ça, on n'a pas encore fait, mais c'est un travail que je voudrais mener, c'est d'analyser le feedback entre la première évaluation par les pairs faite par un étudiant et l'évolution qu'on a au fil de l'eau, en fait. De dire, mais finalement, ton premier feedback, il était très court, mais si tu prends en compte tous les critères, mais finalement, tu arrives quand même à quelque chose. Mais bon, pour l'instant... Merci beaucoup. J'irai vous poser quelques questions après, et j'invite tout le monde aussi, dans quelques semaines, j'imagine que vous allez recevoir sur la liste mail du coup d'aujourd'hui un petit questionnaire justement sur les usages, sur vos usages, qui est vraiment important pour moi, donc j'espère que vous pourrez la remplir prochainement. Merci beaucoup. Alors, en complément de la réponse, il y a 3 ans, on a organisé une JT à Marseille dans laquelle tu étais, Dominique. C'était sur les feedbacks. Et on a publié les actes, en tout cas les diaporamas des participants sont sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller voir ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ça, vous pouvez mieux me voir. Donc bonjour, Julie Lessard, conseillère pédagogique au CIPE ici à l'UBE. D'abord, merci pour ce partage et cette présentation. Moi, j'avais juste une petite question, on va dire plutôt technique, par rapport à l'utilisation de l'IA dans WooClap. Est-ce que vous savez s'il y a la possibilité d'intervenir sur ce que l'IA propose? Est-ce qu'il y a moyen de déplacer des contenus qui nous paraissent, par exemple, dans Autres, en fait, on voit que c'est plutôt dans responsabilité et régulation. Est-ce qu'il y a moyen de bouger les cases? Non, alors il faudra. Alors peut-être vous avez vu le premier, quand je clique sur l'agent IA, vous pouvez peaufiner en fait le prompt. Alors là, je l'ai pas fait parce que je me dis on va aller plus vite, mais vous pouvez jouer là-dessus. Par contre, après, comme vous avez vu dans toute la catégorie autre, j'ai pas pu déclasser. Reclasser, déclasser, là malheureusement, et je peux même pas rajouter, ce qu'on a vu à l'instant, à la limite, on aurait pu créer ou rajouter dans la partie efficience, ça c'est pas possible. Mais pour nous c'est un vrai manque, parce que bon, avoir un bloc, parce que là vous êtes, je sais pas combien, mais si vous avez 200 et vous avez 100 réponses dans autre, c'est moins pratique quand même. Merci beaucoup. Oui, est-ce que d'autres questions surgissent? Oui. Merci pour la présentation. Vous avez parlé plusieurs fois de former des profs aussi, parce que je pense que si les étudiants ne savent pas donner du feedback, c'est aussi lié au fait que nous, comme profs, on n'est pas toujours au point. Vous avez une formation là-dessus aussi ou... Alors, donc dans le cadre du deuxième projet, pareil, on a mis en place un parcours, parce qu'après, sur la question, alors, ce qui fonctionne très bien, je trouve ça, c'est aussi les webinaires de retour d'expérience pour dire, mais oui, j'ai essayé, ça fonctionne, etc. Donc ça, c'est un point sur lequel on travaille beaucoup. Donc c'est 1 heure de retour d'expérience où il y a 2 profs qui vont parler de leur expérience. Après, donc, dans le cadre du deuxième projet, donc Perceval, on a mis en place un parcours d'auto-formation pour les enseignants. Mais là, c'est la partie sans IA. Donc, on est en train. Donc, j'ai encore 1 an et demi devant moi avec mon projet. Donc, d'ici à la fin du projet, on va essayer de proposer aussi
un parcours pour les enseignants. Pour l'instant, on travaille plus sur la partie étudiant. Mais effectivement, c'est encore un livrable, entre guillemets, qu'on veut mettre en place et trouver surtout bon, comme vous avez vu, hein, c'est aussi des projets qui sont financés. Donc l'idée pour nous, c'est aussi essaimage. Donc là, typiquement, le parcours étudiant, on l'a créé sur H5P pour pouvoir aussi le partager et aussi avoir le retour. Hein, parce que l'idée, c'est... Nous, on a notre idée en tête, parce que ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus. Et comme je disais à un moment donné dans ma présentation, c'est pas sur l'outil qu'on va former, c'est vraiment sur la méthode d'évaluation par les pairs, parce que l'outil, après, n'importe lequel, pour nous, on est très content avec Challenge Me, hein, je dis pas le contraire, mais pour nous, c'est plus l'évaluation par les pairs, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on... donc ça, et surtout, comme je disais, les webinaires, et après, nous, à l'université, on a aussi un appel à projet interne, donc qui est proposé chaque année, où là, les enseignants ils peuvent bénéficier des heures REH pour mener des projets de transformation pédagogique. Donc là, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement personnalisé par notre service, mais ils s'engagent aussi à faire un retour d'expérience et un partage. Donc à la fin ça a lieu chaque année, hein. Donc là aussi, on peut vous partager des retours d'expérience, parce que c'est vraiment ça qui, je trouve, qui est le plus parlant, parce que même si à un moment donné ça ne fonctionne pas, mais on apprend aussi avec les erreurs, hein, dire mais j'ai testé, mais pour cette partie-là ça a moins marché, mais on va essayer autre chose. Donc il y a peut-être pour nous ces trois volets-là, hein, vraiment les webinaires, retour d'expérience, l'appel à projet interne, où il y a un accompagnement qui est proposé et une valorisation. C'est ça aussi qui est très important, parce que vous avez vu, à un moment donné, on a vu gain de temps, mais une transformation pédagogique prend du temps. Donc il faut valoriser, et c'est grâce à cet appel à projet interne Pédagonum où c'est valorisé. Et après, ce fameux parcours d'auto-formation qui existe pour la partie sans IA, mais qu'on va créer pour la partie avec IA d'ici 1 an. Qui va être exportable aussi à H5P. Merci. Merci à vous. Guillaume.